Tu sais quoi? On va faire l'inverse. Moi un top 10 des trucs que je préfère sur RTD, et toi un top 10 des trucs que tu préfères sur Moffat. YOLO. Allez, on a du boulot. On le fait ce top? On a changé de décor. On s'en bat les boobs! Le bestiaire. Si on aime l'univers de Doctor Who, c'est parce qu'il sait nous proposer une galerie d'aliens aussi menaçants que mémorables. S'il y en a un qui l'a compris, c'est bien Steven Moffat. En plus d'étoffer la mythologie autour d'extraterrestres aussi emblématiques que les Daleks et les Cybermen, dans des épisodes comme Asylum of the Daleks ou World End of End Time, il n'a pas hésité à réintroduire dans Doctor Who des monstres emblématiques tels que les Siluriens, les Zygons ou encore les Ice Warriors. De quoi étoffer largement le fascinant bestiaire que composent les ennemis du Docteur. Si on ajoute à cela de nouveaux monstres tout aussi marquants, on obtient une brochette de vilains de premier choix. Citons en vrac les Silence, les Monks, la Vashta Nerada, les Harmony Shawl, les Testimony et bien sûr les cultissimes Anges Pleureurs. Avoir relancé la série. Oui, commençons par le début. RTD est l'artisan du retour de la série, car après avoir été annulé en 1989, après l'échec d'un relaunch américain en 1996 dont il ne reste qu'un film, qui existe, après avoir eu beaucoup de projets pour relancer la série, comme des séries animées au Scream of the Shalka, enfin, en 2005, la série revient en grande pompe avec un 9ème Docteur tout neuf. Et si j'en crois l'audience de Rose, le public anglais attendait ce retour. Merci RTD d'avoir compris la série, d'avoir su la moderniser, lui insufflant une vibe de Buffy contre les vampires, et surtout de ne pas avoir fait un trait sur les classiques, puisque cette nouvelle série fait la suite, acceptant l'héritage ô combien vaste des classiques. Une ambiance conte de fées. La série Doctor Who telle qu'on la connaît actuellement est assez différente de ce qu'elle était à ses débuts. En relançant la série en 2005, Russell T. Davies s'est éloigné de la science-fiction traditionnelle pour s'inspirer des séries fantastiques américaines, et plus particulièrement de Buffy, avec une grosse louche de romance par-dessus. Steven Moffat, lui, a choisi une approche différente, plus proche de celle d'un conte pour enfants. Le Docteur devient cet ami imaginaire qui tombe du ciel quand on ne l'attend pas, et vous entraîne dans des univers extraordinaires, vous pousse à vous émerveiller devant cet univers. Cette ambiance unique participe notamment au charme de la période Matt Smith et parle indéniablement à l'enfant qui est en nous. Le b.a-ba de Doctor Who. RTD a eu en charge le relaunch de la série et a dû la présenter à un tout nouveau public. Il fallait plaire à l'ancien et la faire comprendre à une nouvelle audience. Et je trouve, de ce point de vue-là, que la première saison est exemplaire. Un premier épisode qui réintroduit le Docteur avec tout le mystère qu'il faut, une réintroduction de monstres connus avec intelligence, de nouvelles menaces. L'univers est très bien planté, on comprend les enjeux et le concept, dans le passé, le futur, sur d'autres planètes. Et hélas pour Eccleston, son départ précipité termine de faire de cette saison une bible pour novices. Le concept de la régénération étant expliqué. Une série plus sombre. Et oui, qui dit conte de fées ne dit pas forcément ambiance rose bonbon. Les contes de notre enfance comportaient aussi leur part d'horreur, et c'est le cas du Doctor Who de Steven Moffat. Jouant sur nos peurs enfantines pour nous faire frissonner, il n'hésite pas à nous plonger dans des ambiances terrifiantes avec des épisodes comme Time of the Angels ou Night Terrors. Le Docteur lui-même montrera parfois des aspects plus sombres de sa personnalité, notamment avec le personnage du War Doctor, apportant de nouvelles facettes au personnage. Le développement du 10e Docteur. Si Eccleston peut rester, Tennant, son autre Docteur, est resté plus de 3 saisons. Et son développement est, je trouve, excellent. On le découvre dans toute sa démesure. Il apparaît comme un Docteur qui aime les humains, qui est drôle, mais il semble pouvoir faire peur. Dans la saison 3, il continue son petit bonhomme de chemin avec une nouvelle dynamique, mais on découvre petit à petit ses faiblesses et ses côtés sombres. Puis la saison 4 le pousse dans ses retranchements. Les épisodes spéciaux ont une saveur particulière. Le 10e Docteur y est déprimé, à fleur de peau, solitaire. Une fin de règne douce amère où Tennant peut déployer toute sa palette d'acteurs. Des méchants charismatiques. On a vu que Moffat avait su intégrer des monstres mémorables à la série. Mais une bonne histoire ne serait rien sans un bon méchant. Un génie du mal prêt à tous les sales coups pour mettre des bâtons dans les roues du Docteur. Là encore, Moffat a su nous proposer une belle brochette de vilains. Il y a eu Madame Kovarian, aux allures de méchant de James Bond avec son bandeau sur l'œil. Il y a eu la grande intelligence, incarnée par le génialissime Richard E. Grant. Et bien sûr, comment l'oublier, mon méchant préféré de toute la série, Missy, incarnée avec brio par Michelle Gomez, sorte de Mary Poppins frappadingue qui réinvente brillamment le personnage du maître, en lui apportant une folie douce, mais aussi une complexité tout à fait fascinante. Des réintroductions intelligentes de méchants mythiques. Il y a toujours une barrière très difficile quand on est à la tête de Doctor Who.
savoir ajouter sa propre mythologie à cette série ancestrale, et réussir à réintégrer les monstres bien connus de tous. L'enjeu était double pour RTD, car il fallait introduire les méchants cultes de la série à un nouveau public. C'est pour ça qu'il décide d'intégrer ses antagonistes petit à petit. Les Daleks dans la saison 1, puis les Cybermen dans la saison 2 sont les exemples les plus frappants. Le scénario de Dalek est un modèle du genre, intelligent, bien écrit, avec une montée en tension très bien gérée et de l'émotion. Les prises de risques. Ce qu'on a beaucoup reproché à Moffat est aussi ce qui fait sa force. Il a su prendre des risques et sortir la série de sa zone de confort. Il aurait été facile pour lui de continuer dans la direction prise par Russell T. Davies et de faire revenir les personnages déjà aimés du public, mais il a préféré offrir à la série un renouveau en repartant sur de nouvelles bases. Il a aussi choisi une approche plus feuilletonnante en lançant des intrigues se déroulant sur plusieurs saisons et en utilisant véritablement le voyage dans le temps pour proposer des scénarios véritablement ambitieux. Cela a parfois porté ses fruits et parfois non, mais il faut tout de même saluer cette ambition. Donna Noble. Rose par-ci, rose par-là, certes. Mais pour moi, la campagne la plus réussie de l'ère RTD est Donna. Car l'alchimie entre Catherine Tate et David Tennant est palpable, car elle rompt avec cette idée que la compagne et le docteur doivent entretenir une relation amoureuse plus ou moins directe, et car elle est immédiatement mise sur un piédestal avec le docteur. Leur relation est très drôle, très belle et émouvante. Alors peut-être que la fin du personnage est un peu too much, et je ne reviendrai pas sur les pouvoirs que le docteur sort de ses fesses pour conclure son arc, mais Donna reste l'une de mes compagnes préférées, new et classiques confondus. Des twists à gogo. Je dois vous faire un aveu. J'aime bien les twists. J'aime quand une histoire parvient à nous retourner la tête et nous assène une révélation qu'on n'avait pas vu venir. Et ça, personne n'y parvient aussi bien que Steven Moffat. Souvenez-vous de la révélation de l'identité de River Song, du mystère autour de Clara, ou encore de la découverte de l'existence du War Doctor et du destin de Gallifrey. Autant d'intrigues qui nous ont tenus en haleine et qui ont fait naître toutes les théories possibles, nous faisant attendre avec impatience le prochain épisode. L'âge d'or des spin-offs. Le relaunch de Doctor Who est suivi de quelques spin-offs bien sentis. Il y en a pour tous les goûts. De la série pour adultes, à grand renfort de sang et de sexe, jusqu'à la série pour enfants, au message intelligent ne prenant pas sa cible pour des idiots. Et si l'une d'elles est bien plus réussie que l'autre selon moi, RTD arrive tout de même à étendre l'univers télévisuel de Doctor Who. Moffat a bien essayé de réitérer ça à la fin de son ère, avec le succès qu'on lui connaît. Rip in peace, petite classe partie trop tôt. Les clins d'œil et références. Avec plus de 50 ans de série, Doctor Who a une riche histoire derrière elle. Et ce n'est pas Steven Moffat qui vous dira le contraire, puisqu'il est lui-même fan du bon docteur depuis son plus jeune âge, comme le prouve cette fameuse photo d'archive où on le voit en train de lire Doctor Who and the Daleks. Comme tout fan qui se respecte, Steven aime bien glisser de petites références à l'histoire de la série dans les épisodes, et le fan avisé s'amusera beaucoup à repérer ces petits clins d'œil, comme cette apparition du Dalek de Remembrance of the Daleks dans la saison 7, ou encore le 12e Docteur proposant des Jelly Babies au professeur dans la momie de l'Orient Express. Une intégration intelligente des paramédias. J'ai déjà parlé de l'épisode du 9e Docteur, Dalek. Vous saviez qu'il était adapté d'un audio de Big Finish, Jubilee ? Le scénario est assez différent à vrai dire. Le 6e Docteur et sa compagne, Evelyn, arrivent dans un Londres de 2003 alternatif où un empire anglais est très puissant. Je n'en dévoile pas trop, mais il y a une histoire de Dalek emprisonné. L'intrigue de l'épisode Dalek garde surtout la relation très touchante entre la compagne du Docteur et le Dalek, ainsi que le parallèle entre le Docteur et le Dalek toujours. Sous RTD, un autre épisode est adapté d'une histoire paramédia, Human Nature. A l'origine, il s'agit d'un roman du 7e Docteur. L'histoire est assez proche, même si les caractères des Docteurs sont différents et offrent des interactions assez différentes. RTD, en bon connaisseur de l'univers Doctor Who, a su tirer le meilleur des paramédias pour les intégrer au lore télévisuel. Afin de respecter au mieux le matériel de base, ce sont les auteurs des histoires qui reviennent les 2 fois pour l'adaptation télévisuelle. Une aura internationale. Si RTD a permis à la série de renaître en Grande-Bretagne, Moffat est le showrunner qui aura permis à la série de trouver un rayonnement et une popularité à l'international, notamment en allant tourner pour la première fois aux États-Unis. Le Docteur fera ainsi plusieurs incursions chez l'oncle Sam, ce qui a permis à la série de gagner en popularité sur le continent américain, sans pour autant renier l'ADN profondément british qui fait sa particularité. Le traitement des personnages secondaires. J'adore les classiques, mais il s'avère que les personnages secondaires n'avaient guère un développement conséquent. Même certains compagnons restaient un peu trop unilatéraux. RTD a conscience qu'il faut moderniser tout cela. Les personnages secondaires sont étoffés, fouillés, et connaissent un développement avec une situation initiale, des évolutions et une conclusion. Il se saisira même des fameux spin-offs pour aller plus loin dans le psyché de Jack Harkness ou de Sarah Jane Smith. Ah Sarah Jane, tu as vraiment eu une vie triste, mais sache qu'on t'aime.
Les messages. Depuis ses débuts, Doctor Who s'est toujours voulu une série humaniste mettant en avant des messages de paix et de tolérance entre les peuples. Bien sûr, la série restait avant tout le reflet de son époque, et certains épisodes peuvent nous paraître aujourd'hui outrancièrement racistes ou sexistes, mais la série s'est toujours voulu plutôt progressiste dans son propos. Les divers choix opérés par la série dans ces dernières saisons semblent effectivement aller dans ce sens et vouloir transmettre des messages positifs à son public, entreprise d'autant plus louable que ce public est souvent jeune. On a ainsi pu voir une certaine diversité dans le casting, aussi bien au niveau de la couleur de peau que de l'orientation sexuelle des personnages, mettant en avant une plus grande diversité. On retrouve d'ailleurs cette même diversité dans l'équipe de scénaristes et de réalisateurs. Le Docteur lui-même se fait le porte-parole de la paix et de la communication entre les peuples, n'hésitant pas à mettre son poing dans la gueule des racistes au passage, et ça fait du bien. Des dialogues savoureux. Chacun et chacune a un dialogue particulièrement bien écrit, drôle et british de la part de RTD ou de sa team. Paradoxalement, celui qui me vient naturellement en tête vient d'un épisode que j'ai dégommé. Auriez-vous l'obligeance de ne pas péter lorsque je sauve le monde? Clara Oswald. Oui, Clara Oswald. Ce pauvre personnage s'est pris plus de haine dans la face que Skyler de Breaking Bad et Piper d'Orange is the New Black réunis. Tout ça pour le motif qu'elle prendrait trop de place ou serait restée trop longtemps, au point de voler la vedette au docteur lui-même. Mais au final, à quoi sert vraiment le personnage de Clara? Voyons un peu. Elle est une figure mystérieuse dans la vie du docteur, un personnage qu'il a rencontré dans les moments de son existence où il a frôlé la mort. Mais quand il la rencontre pour de bon, Clara est une simple babysitter, une jeune femme ordinaire à la Rose Tyler. C'est seulement au contact du docteur que Clara va découvrir qu'une personne ordinaire peut être amenée à accomplir des choses extraordinaires, et qu'elle va prendre une place primordiale dans la vie du Seigneur du Temps. Clara va ainsi devenir une enseignante, une professeure et bien souvent la voix de la sagesse dans ses aventures avec le docteur. Elle se fera à plusieurs reprises passer pour lui, allant jusqu'à se servir de son tournevis sonique, et s'émancipera peu à peu de sa présence pour finalement tromper la mort et acquérir son propre TARDIS. Clara a appris au contact du docteur jusqu'à finalement voler de ses propres ailes. Elle devient en quelque sorte elle-même le docteur. Avec ce personnage, Steven Moffat nous dit « Au fond, tout le monde peut être le docteur ». En gros, il tâte le terrain pour nous proposer enfin une femme docteur. Et oui, il est loin le temps où les femmes restaient bien seulement à leur place de compagne, et ça, on le doit à Clara Oswald. Les épisodes Dr. Light. C'était devenu une tradition sous RTD à partir de la saison 2. Love and Monster avec sa narration originale et succulente, Blin qui est devenu avec le temps un épisode culte qu'on ne présente plus, ou Thornleaf, si bien écrit et crève-cœur pour qui a suivi la série. Ce sont des épisodes toujours ingénieux, originaux, qui proposent de vraies respirations dans les saisons. Ça me peine un peu que la tradition se soit perdue depuis. Du coup, on vient de faire 2 très longues vidéos juste pour dire que RTD et Moffat ont tous les deux des qualités et des défauts et que finalement, bâcher l'un ou l'autre, ça n'a pas vraiment de sens. C'est ça. De toute façon, maintenant que Chimnall est arrivé, on peut clairement dire que c'était mieux. Non Donna